Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Qu'est-ce que l'urinothérapie? C'est une excellente question et merci de commencer par ça. La frange la plus marginale de la complosphère la plus éclatée. Les cimes de la crédulité. C'est vraiment une petite théorie du complot, c'est assez mal construit. Les choses sont extrêmement claires. Tout ce qu'on nous dit est faux. Au départ, c'est une loge maçonnique. Unvaxxed sperm. N'allez pas vous faire vacciner, vous allez mourir. Le mec, il a bac plus 14. On me dit le fact-checking, ça sert à rien. J'avais pas vu comme ça, ouais. Peu importe le réchauffement climatique, du moment qu'on a la clim. Oui, c'est intéressant. Y a aucun doute. Non, non et non. Vous allez pas être content. Alors c'est le 100e numéro des Conspirateurs et souvenez-vous, c'était il y a 6 ans. On portait des masques, on était confinés, on faisait des apéros Zoom et on était en pleine pandémie de Covid. Alors on croit connaître cette histoire du Covid parce qu'on l'a vécu, mais en réalité on l'a surtout traversé dans le brouillard avec des alertes contradictoires, une opacité d'État, des certitudes prématurées, des gourous médiatiques, l'emballement sur les réseaux sociaux et finalement cette question aussi qui continue de nous travailler, d'où venait ce virus, comment s'est-il propagé et finalement pourquoi avons-nous vécu cette pandémie. Et ça tombe bien parce que pour ce 100e numéro, je reçois William Oduro. Bonjour William. Bonjour David. Je suis ravi de te recevoir pour ce livre Histoire mondiale du Covid qui est en fait un journal de bord de la pandémie que tu publies chez Alary Éditions. Et tu es journaliste au Monde, spécialiste du fact-checking. Tu avais notamment publié un premier livre chez Alary Éditions aussi, dans la tête des complotistes, dans laquelle tu étais venu dans cette émission pour nous en parler d'ailleurs il y a quelques années. Et j'avais envie de te demander pourquoi as-tu pensé qu'il était important aujourd'hui de revenir sur cette histoire du Covid et de le faire sous forme de journal de bord en commençant en 2003 avec le SRAS. Pourquoi finalement tu dis que c'est un peu ce que tu dis au départ, c'est on peut pas comprendre le Covid sans comprendre l'entièreté de l'histoire et de la faire de commencer en 2003 avec le SRAS. Ouais, alors il y a plusieurs questions dans la question que tu me proposes. Pour commencer, pourquoi aujourd'hui ? En fait, il n'y a jamais eu le projet de sortir un livre en 2026. Ouais. J'ai eu l'idée de ce livre en 2021. D'accord. Et en fait, c'est le temps qu'il m'a fallu pour arriver à quelque chose qui me paraisse satisfaisant. Parce que voilà, c'est pas une surprise qu'on est sur un événement qui a été vraiment mondial, chaotique, très 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 difficile à comprendre et à remettre dans l'ordre, avec un nombre colossal d'informations, de la désinformation, c'est pas Conspiracy Watch que je vais l'apprendre, et en plus un rapport à la temporalité qui, pour tous ceux qui l'ont vécu en direct, a considérablement foutu le camp. Donc il y avait besoin de temps. Besoin de temps parce que tu t'es plongé dans des documents. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vraiment, la manière dont moi j'ai abordé ce livre, je me suis dit, voilà, il y a une quantité astronomique de sources sur le Covid, certaines qui étaient disponibles à l'époque, mais en quantité déjà trop élevée pour qu'on puisse les traiter en temps réel, d'autres qui ont été rendues publiques depuis. Des arrêts de justice sur la gestion de gouvernants, des auditions de scientifiques, des études scientifiques qui nous éclairent aujourd'hui davantage qu'on pouvait le faire à l'époque. Voilà. Et toute cette masse incroyable de documentation, j'ai vu ça un petit peu comme les pièces d'un puzzle. Et vraiment, ça c'est un petit peu comme ça que je l'ai présenté à mon éditeur. Pour moi, c'est un puzzle de 5000 pièces. Et il faut le temps de mettre les choses un petit peu dans l'ordre, et ça suppose également de faire le choix de la clarté, et le choix de la clarté quand on raconte une histoire, c'est de revenir à la chronologie. Et il y avait du coup cette approche-là qui consistait à vraiment découper au maximum chaque fait en une date, un lieu, quelque chose s'est produit, et de reconstituer dans l'ordre chronologique le plus strict possible ce qui s'est produit pour vraiment apporter un petit peu de cohérence explicative à un événement qui, encore aujourd'hui, quand on en parle avec des proches, etc., on a du mal à en faire sens, on a du mal à en faire histoire. Et alors justement, j'ai l'impression que ce qui est aussi une des thèses du livre, c'est que cette idée que le problème du Covid, ça n'a pas été finalement le manque d'information, mais ça a été plutôt l'excès d'information. Ouais, c'est un peu ça ton idée, et c'est ce que tu essayes de retracer à travers ce journal de bord. Oui, tout à fait. Il y a des parties qui se sont un peu
écrites d'elles-mêmes, et même quand je les relis, je me dis waouh, là c'est impressionnant, juste sur la date du 31 décembre 2019, qui est une date assez césure, c'est le moment où l'existence de la maladie devient publique. Je crois que juste sur cette simple date, je dois faire quelque chose comme 10 ou 15 pages, et encore, j'ai enlevé plein de choses, parce qu'il s'est passé tellement de choses en même temps. Vraiment, c'est vraiment très spectaculaire, et à plein d'aspects. Je pense qu'il était impossible de tout traiter en même temps. On parle quand même d'un événement qui s'est produit dans à peu près tous les pays du monde en même temps, sur tous les fuseaux horaires en même temps. Je pense que humainement, il était impossible d'en faire sens en temps réel. C'est aussi pour ça que on a beaucoup eu un réflexe très humain de chercher des boucs émissaires, de chercher des responsabilités. Je pense qu'il faut avoir, avec le recul, un petit peu de clémence aussi sur le fait qu'on est sur quelque chose qui quand même défie l'entendement et nos capacités à traiter ce qui se passe. Par rapport justement au milliers de documents qui sont disponibles, aux documents dits classifiés, à la masse d'informations à laquelle tu as eu accès et dans laquelle tu t'es plongé, est-ce que ça change notre compréhension du virus réellement et de la façon dont ça s'est propagé aujourd'hui? Est-ce que ça a changé la compréhension que tu en avais par rapport au travail que tu faisais au quotidien en tant que journaliste sur ces questions-là? Alors, oui. C'est difficile de rentrer dans les détails parce que ça nous emmènerait parfois sur des questions vraiment extrêmement techniques de virologie. Bon, j'ai un peu peur de perdre les auditeurs là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un progrès scientifique majeur en 5 ans. Quand le virus arrive, il faut se rappeler qu'on met une quinzaine de jours juste à officialiser le fait que c'est un coronavirus. Un coronavirus, c'est une famille extrêmement vaste, vague, etc. Aujourd'hui, on a quand même des études très précises qui documentent exactement les virus les plus proches qu'on ait retrouvés dans la nature, ce qui nous permet de géolocaliser, entre guillemets, son origine la plus probable. Enfin, les virus les plus proches se situent à la frontière entre la Chine et le Laos. On sait également, plein d'études ont montré qu'il y avait des routes commerciales, notamment de braconnage, qui permettaient à ces virus d'être convoyés vers des centres urbains en Chine. C'est ça. Donc on a énormément d'éléments comme ça. On comprend aujourd'hui le virus, on sait beaucoup plus de choses. Il y a également des données scientifiques que la Chine a très longtemps gardées secrètes, qui ont été rendues publiques en 2023, qui permettent de montrer vraiment avec précision que les animaux que l'on sait être les plus susceptibles de transmettre le virus aux humains étaient bel et bien présents et en nombre au marché de Huanan à Wuhan. Autant d'éléments sur lesquels il y a eu quand même toute une période sur laquelle la Chine essayait de faire croire que ça ne venait pas du tout de chez elle et du coup il n'y avait rien à voir, circuler, oubliez-nous s'il vous plaît. Quoi. Aujourd'hui on a quand même beaucoup d'éléments qui permettent. Il faut toujours avoir de la prudence sur ce genre de sujet. Il n'y a pas une chauve-souris qui appelait des coupables en disant « coucou, c'est moi ». Salut, c'est moi. Mais en tout cas, on a aujourd'hui quand même un certain nombre de connaissances assez robustes qui permettent de dire voilà, le scénario le plus plausible, c'est celui-ci. Et j'ai envie de rajouter une chose, c'est qu'avec le recul, c'est pas seulement qu'on sait ce qui est plus probable, c'est qu'on voit aussi ce qui était faux. Et ça, c'est important. Cette histoire du Covid, c'est une histoire de tâtonnement scientifique tout à fait compréhensible. C'est comme ça que la science fonctionne. C'est comme ça que la science fonctionne. Mais c'est également une histoire de saturation d'informations frelatées, de manipulation en tout genre. Et ça, on le sait bien. Il faut toujours du temps pour prouver que quelque chose est faux. Et un certain nombre d'arguments qui ont servi à pousser sur la table l'idée que le virus proviendrait d'un laboratoire, aujourd'hui, on peut le dire vraiment en grande confiance, c'était des arguments complètement bidons. Pourquoi tu dis ça ? Alors, il y a plusieurs exemples. J'ai pas pu rentrer dans tous les détails parce que vraiment, il y a une quantité incroyable de récits de ce genre qui ont circulé et qui continuent à circuler. Mais j'en prends quelques-uns en exemple. Déjà, par exemple, il y en a un qui relève d'un malentendu. Je pense qu'il n'y a aucune volonté de désinformer de ce côté-là. Faut juste se remettre dans le contexte. En 2020, tout le monde est pris de court, y compris les journalistes eux-mêmes. Et on n'est pas tous spécialistes en virologie. Quand on voit qu'il y a un laboratoire P4, c'est vrai qu'on peut se poser des questions très légitimes en se disant c'est quoi ce laboratoire de biosécurité de niveau maximal dans la ville même où apparaît le virus. On comprend que la question se pose. Avec le recul, quand on
comprend un peu mieux comment fonctionne la virologie, on s'aperçoit qu'en fait c'est un petit peu absurde, puisqu'un laboratoire P4, par définition, ça sert uniquement à gérer des virus mortels de type Ebola, etc. On n'y étudie pas des coronavirus. Pourquoi ? Parce que les 99% des coronavirus qu'on connaît sont parfaitement inoffensifs pour l'homme. Bien sûr. Donc c'est pas là-dedans qu'on bosserait. Or, il y a une focalisation énorme sur le P4 qui traduit surtout le fait qu'on ne sait pas exactement, en tant que grand public, ce qu'on y fait, à quoi ça sert, quelles sont vraiment ses limites. Là-dessus, c'est plus du malentendu. Après, il y a d'autres laboratoires sur lesquels on pouvait se poser des questions. De la même façon, quand on dit qu'il y a à Wuhan un institut de virologie qui est la plus grande collection de séquences de coronavirus au monde, c'est vrai. Mais le mot le plus important, c'est pas coronavirus, c'est séquences. Des séquences, c'est le plus important. Parce que des séquences, c'est pas les virus eux-mêmes, c'est un peu les codes barres. C'est comme si vous aviez un fichier Excel avec l'identité de tous les virus. Vous pouvez pas être infecté par une cellule d'un fichier Excel, ça ne marche pas. C'est le virus qui peut vous infecter. Or, l'Institut de virologie de Wuhan, ce qu'il a essentiellement, c'est des codes barres, c'est des séquences. Il a que 3 virus vivants, et les 3 virus vivants, ils correspondent à des virus qui sont proches du SARS. Et pour une raison tout à fait logique, et là aussi, c'est pour ça que j'essaye beaucoup de remettre du contexte, l'Institut de virologie de Wuhan et sa division spécialisée dans les virus émergents, elle a été créée en 2004. Pourquoi ? Pour expliquer l'émergence du SARS. Et donc, tous les virus sur lesquels elle travaille, ce sont les virus proches du SARS ou du MERS, qui va être un petit peu une mission secondaire. Elle n'a pas de raison de s'intéresser à des virus et des coronavirus qui s'en écartent. Et alors justement, tu dis dans le livre que c'est important pour comprendre finalement la façon dont s'est propagé le Covid, de revenir sur l'histoire, et tu fais démarrer cette histoire mondiale du Covid en 2003 avec le virus du SARS. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi finalement il est crucial de remonter ce fil-là pour mieux comprendre le Covid ? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a un caractère de comparaison, il me semble, qui est assez intéressant. C'est de se rappeler, se remettre en tête comment la mini-pandémie de 2003 s'est déroulée pour voir à quel point ce qui s'est passé en 2020 est hors norme. La pandémie de Covid, ça n'a pas été une répétition du SARS, qui est pourtant l'épisode le plus proche qu'on connaisse. Ça a été le SARS puissance 1 million. À tout point de vue, non seulement dans l'ampleur de la diffusion du virus, bien sûr. Mais dans l'espèce de folie informationnelle qui l'accompagnait. La deuxième raison, et là ça tient plus à la démarche de ce livre, qui est vraiment d'essayer d'apporter en permanence du contexte pour permettre au lecteur de comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qui a pu mener aux décisions et aux lectures qui ont été faites pendant le Covid, en fait c'est de revenir à cet épisode qui est fondateur en Chine. Parce que pour la Chine en 2003, au moment où Pékin se voit à nouveau comme une grande puissance mondiale, revient dans le concert des nations, vous avez un virus qui met à terre une partie de l'économie mondiale, votre responsabilité elle est évidemment engagée. La Chine à l'époque a très mal géré le virus. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a très bien géré en 2020. Mais disons qu'à l'époque, elle l'a très mal géré pour des raisons très différentes. Déjà parce que scientifiquement, elle n'était pas préparée. Par exemple, elle a eu énormément de mal ne serait-ce qu'à identifier ce que c'était comme virus. Derrière, il y a eu des dissimulations malheureusement assez classiques, j'ai envie de dire, venant d'un pays pas très démocratique. Mais voilà, on a besoin d'avoir en tête que le SARS a été une humiliation pour la Chine pour comprendre tout ce qui a été fait derrière. Et la volonté pour la Chine de se poser comme une grande puissance mondiale en recherche en virologie, la volonté de la Chine de mettre en place une espèce de muraille de Chine contre le microbe avec un système de détection au niveau des hôpitaux pour que la moindre pneumonie inexpliquée soit immédiatement détectée, c'est le projet. Et pour avoir en tête les déclarations vraiment d'une fierté assez étonnante et qui ont très mal vieilli de hauts responsables sanitaires chinois qui, en 2019, vous disent, avant l'émergence du virus, si demain il y a un nouveau pathogène qui arrive chez nous, on va le repérer immédiatement, on est béton. On est béton. Mais il faut ce contexte-là pour comprendre que quand il y a vraiment un virus qui apparaît et qui montre qu'en fait le système chinois, en fait, il est faillible, pour la Chine, c'est pas un petit problème. C'est vraiment c'est 18 ans de construction qui s'effondrent d'un coup. C'est un château de sable, un château de cartes assez très, très central dans l'identité scientifique et la fierté scientifique chinoise qui s'effondre. Et ça explique beaucoup de réactions.
Et alors justement, tu parles aussi de l'émergence d'un complotisme d'État. Qu'est-ce que tu entends par là, justement, de complotisme d'État ? D'abord par rapport à la Chine, et ensuite on viendra sur les autres pays. Et ce qui est assez spectaculaire, je trouve, durant cette période, c'est que ce qu'on a tous pu constater sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la multiplication de récits accusateurs plus ou moins délirants, souvent plus que moins, expliquant que tel ou tel acteur serait responsable de l'apparition du virus, avec le recul historique que vous pouvez avoir à Conspiracy Watch. Dans l'absolu, il n'y a rien de nouveau. On sait très bien qu'en période de crise sanitaire, on cherche des boucs émissaires. Ouais. C'est un réflexe qui a plusieurs... Qui est vieux comme le monde. Ah oui, qui est vieux comme le monde. Mais ce qui est relativement nouveau, et là encore, je pense que c'est intéressant de comparer avec le SARS, à l'époque du SARS, il y a déjà quelques petits discours de type est-ce que ça serait pas un virus biomilitaire, etc. Ouais. Mais ça reste extrêmement minoritaire, très marginal, et à l'arrière-plan d'une crise, personne n'y prête vraiment attention. Mais en 2020, ces discours-là, ils deviennent massifs, ils deviennent structurants, et surtout, ce sont des discours qui sont repris par les États eux-mêmes. Quelque chose, je trouve, de très spectaculaire, c'est que voilà, vous avez cette théorie du complot, il n'y a pas d'autre terme, voulant que le virus, en fait, aurait été créé à Fort Detrick, aux États-Unis, en août 2019, puis aurait été exporté en Chine, qui paraît sur un obscur site conspirationniste canadien. Dans les 48 heures, cet article qui avait aucune visibilité, qui n'avait aucune raison d'exister médiatiquement, il est mis en avant par l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Et alors, quand je parle de complotisme d'État, c'est ça. On est dans une instrumentalisation des récits complotistes à dessein par des grandes puissances. En l'occurrence par la Chine, quelque chose qui a d'ailleurs été théorisé. Hein, c'est ce que la diplomatie du loup guerrier. Voilà, les officiels chinois, estimant que les pays occidentaux ne respectent pas la gestion sanitaire des pouvoirs publics chinois, répondent par l'agressivité. Et c'est une agressivité qui est assumée. On nous attaque par l'information, quoi, en fait. Complètement. Oui, complètement. Ouais. Ah oui, c'est une guerre des récits, il n'y a pas d'autre mot. Parfois, je parle un peu de guerre froide, je pense que le terme est excessif, parce qu'il n'a jamais été question de menaces armées ou quoi que ce soit. Mais il y a une guerre des récits qui est structurante. Est-ce qu'il y a... Pardon, vas-y. Non, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce livre. Enfin, le plus, il y a plein de choses, mais ce qui me fascine, c'est de voir que cette guerre des récits, cette lutte géopolitique entre la version chinoise et la version américaine, on y reviendra probablement, a été structurante au sens où ça a eu un effet direct sur ce qu'il a pu être possible derrière d'écrire médiatiquement et scientifiquement sur la question des origines du virus. Qu'est-ce que tu veux dire par là, justement ? Eh bien, on voit très bien après le SARS qu'il y a eu une course scientifique pour trouver l'origine du virus. Bien sûr. Ouais. Et ça a été une course qui s'est faite de manière très raisonnée, avec des publications très raisonnées. Dans le cas du Covid, par contre, on a été uniquement dans une guerre des récits. C'est-à-dire qu'il n'était plus vraiment question de pouvoir chercher sérieusement ce qui s'est passé. Beaucoup trop de choses étaient en jeu. Pour la Chine, il fallait prouver absolument coûte que coûte que ça ne venait pas de Chine. Le résultat très concret, c'est que la Chine, qui pendant des années, par exemple, offrait des bonus financiers très généreux à ses chercheurs pour publier dans des grandes revues internationales à la recherche de visibilité, a suspendu ce mécanisme. Que la Chine a mis en place un dispositif de contrôle en amont des publications scientifiques pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'articles qui mettent à mal la version officielle. C'est le fait aussi que des institutions officielles chinoises aient publié des articles pseudo-scientifiques c'est scandaleux, en fait, quand on regarde le contenu. C'est des articles qui, vraiment, consistent uniquement à embrouiller la communauté internationale. Donc est-ce que tu dirais que cette guerre des récits, elle est aussi passée justement par le déversement d'un trop-plein d'informations de toutes les institutions mondiales, qu'elles soient l'Amérique, la Chine, l'OMC, et ainsi de suite, et qui n'a pas permis finalement d'aller vraiment chercher la vérité au moment où on la vivait? Ce qui est certain, c'est que s'il y a bien une victime dedans, c'est la vérité. Mais je parle de la Chine, mais en fait, bien d'autres pays, même la France, à un moment donné, par la voix d'Emmanuel Macron, a dit que finalement, on ne savait pas trop exactement ce qui s'était passé, et qu'on voit bien que, en fait, la question de l'origine du virus,
et à travers celle-ci, la question de la responsabilité a été un levier diplomatique pour faire pression, ou pour essayer de faire pression sur la Chine. Sauf que ce n'est pas qu'une question géopolitique, c'est aussi une question scientifique. Bien sûr. Et le problème, c'est que si vous activez l'un, vous empêchez l'autre. Et alors justement sur cette origine du virus, cette idée que c'est une fuite de laboratoire, que ainsi de suite, quels sont les éléments nouveaux que tu as pu, à travers les documents que tu as consultés, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus tangibles aujourd'hui? Comment tu vois cette question-là? Et puis finalement cette théorie du complot que nous on voit ressurgir presque toutes les semaines, j'imagine que toi aussi dans ton travail au Monde, finalement tout ça a été organisé et que c'est une fuite de virus de laboratoire et qu'on l'a caché. Alors essaye de nous faire un peu le point. Alors il y a plusieurs aspects. Et en fait, il se trouve que les données pointent vers le marché. Quoi qu'on en dise, tous les premiers cas qu'on a trouvés sont au marché. Toutes les traces génétiques, les plus anciennes traces génétiques. Tu veux dire le marché aux fruits de mer oui, le marché aux fruits de mer, on ne parle pas spécialement des fruits de mer. Mais oui, le fameux marché de Huanan à Wuhan. Tous les éléments scientifiques pointent vers celui-ci. Est-ce qu'il est apparu avant ? On ne peut jamais rien écarter, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le début d'une once de preuve. Ouais. Donc c'est un peu le problème. Donc vraiment, si je devais réviser, résumer plutôt. Réviser, je l'ai fait pendant 5 ans. Aussi, mais... Bon, on sait que les marchés humides sont des sources d'infection. On sait que les animaux porteurs de SARS-CoV-2 est susceptible de les transmettre aux humains. Je pense notamment aux chiens viverins, qui est une espèce de canidé qui ressemble un peu à un raton laveur pour faire vite, étaient vendus en masse dans le marché. On sait qu'ils étaient dans la partie vers les stands où on a retrouvé le plus de traces génétiques du virus. Pour les amateurs de dissimulation, parce qu'il y en a, la Chine a essayé de cacher la présence de cet animal au marché. Et la Chine a caché pendant plusieurs années les données qui montraient que cet animal et les traces génétiques du virus mélangés étaient présents au marché. Donc on a quand même sur un certain nombre d'indices, il y a un faisceau d'indices quand même assez fort. Assez tangible, de l'autre côté, la thèse, c'est très trompeur de parler de la thèse d'une fuite de labo, parce que c'est surtout des thèses. C'est des thèses qui souvent sont contradictoires entre elles. Déjà, je trouve que c'est un marqueur assez important. De plus en plus, je ne sais pas comment vous fonctionnez vous à Conspiracy Watch, mais ça devient pour moi un marqueur de malhonnêteté intellectuelle quand quelqu'un est capable de soutenir plusieurs arguments qui s'excluent les uns les autres. Oui, ça fait partie de la mécanique complotiste, c'est du fameux millefeuille argumentatif quelque part. Oui, tout à fait. Oui, il y a de ça. Quand on est capable de vous expliquer qu'il y a eu un accident dans l'Institut de virologie de Wuhan au mois d'août, qu'il y a un laboratoire municipal qui a emménagé près du laboratoire au mois de décembre, qu'il y a un P4, qu'on ne sait pas ce qu'on y fait. Mais vous êtes déjà en train de mélanger 3 récits, mais ces 3 récits ne vont pas ensemble. Enfin, de quoi vous parlez ? Enfin, quel est exactement le scénario d'émergence que vous proposez ? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y a que des contre-récits. Parce qu'ils cherchent tous... À quoi ça sert, ces contre-récits, à ton avis ? Alors, ça, c'est toujours une éternelle question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour certains chercheurs de très bonne foi, je pense qu'il était important de soulever la question de la possibilité. C'est vraiment, cette question-là est légitime, c'est normal, normal de se poser. On l'a toujours tous écrit et dit ici. Donc... notamment pour ceux qui sont engagés dans des débats, dans un militantisme contre la manipulation du vivant. Alors, il ne m'appartient pas du tout de juger, moi c'est pas mon thème, mais effectivement, certains qui sont opposés par exemple aux OGM sont également opposés aux expériences de gain de fonction, et il était inconcevable qu'on ne pose pas la question pour SARS-CoV-2. Pour certains, ça va plus loin, il était nécessaire de prouver coûte que coûte que le SARS-CoV-2 provienne d'un gain de fonction pour obtenir leur interdiction. On a des personnalités comme Richard E. White, par exemple, aux États-Unis, dont l'argumentaire est quand même très manipulateur et ordurier. On voit bien que ce qui l'intéresse, c'est pas tant de savoir vraiment d'où le virus provient, c'est
voir ce que ça lui permet d'obtenir politiquement. On a des acteurs plus politiques qui sont un petit peu empreints de cet anticommunisme un peu typique notamment des cercles républicains aux États-Unis, pour qui il s'agit avant tout d'incriminer la Chine. Oui. C'est l'origine du virus, c'est juste un mode narratif pour responsabiliser la Chine, voire exiger des réparations financières. Et puis vous avez une troisième catégorie d'acteurs qui sont les plus difficiles à catégoriser. C'est ceux qu'on voit émerger un peu sur Internet, vous savez, ces espèces de chercheurs autoproclamés qui ont en fait une pluralité de motivations. Pour certains, c'est un peu de l'ego. C'est les premiers à avoir dit non, moi je pense que c'est une arme biologique. Très vite, on leur dit bah non, en fait, les scientifiques pensent que c'est plutôt naturel. Et ils s'engagent dans un combat. Non, on va vous prouver qu'on a raison. Et c'est eux. Par ailleurs, je pense notamment à des groupes militants comme Drastic qui ont eu énormément d'influence, y compris dans les médias. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui me permet aujourd'hui d'être plus confiant, c'est d'avoir aussi accédé à certaines de leurs communications privées et de voir qu'en interne, ils assumaient complètement d'être dans une guerre des récits et d'arranger un petit peu les choses pour faire avancer leur thèse. Et très clairement, ils ont manipulé des faits pour faire croire qu'il était plausible que l'Institut Wuhan ait caché quelque chose, alors que pas du tout. Mais dans ces cas-là... Et puis vous avez également dans le lot un certain nombre de militants purement trumpistes qui étaient un petit peu dans le sens du vent. Faut bien voir qu'une partie des militants de la thèse d'un accident de laboratoire, appelons-le comme on veut, ont également été ceux qui ont rédigé en sous-main, par exemple, le livre de Robert Kennedy Jr. sur Wuhan. Et donc, il y a des liens avec l'administration trumpiste qui sont réels, documentés, et dont tu parles dans le livre, tout à fait. Par rapport à on a parlé du complotisme d'État chinois. Quelles ont été, comment tu qualifierais finalement les réactions d'États comme les États-Unis ou la France? On va venir au cas de la France, notamment avec la gestion des masques, la façon dont Emmanuel Macron a géré au départ cette épidémie, la mise en place de Raoult. Mais sur l'administration Trump, comment tu qualifierais la façon dont ça a été géré à ce moment-là par l'administration Trump? Est-ce que finalement l'administration Trump a aussi fabriqué des récits pour aller en guerre contre justement le récit chinois? Alors, fabriquer des récits, non, mais utiliser des récits fabriqués, oui. C'est-à-dire alors, on parlait de complotisme d'État. Donald Trump s'est empressé de récupérer des rumeurs qu'on lui proposait pour accuser la Chine. Alors, il y a deux choses. Et je pense que dans notre mémoire du Covid, on se rappelle d'une chose, c'est que c'est un problème qui vient de Chine. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que les autorités chinoises ont été transparentes ou pas. Question légitime, certes, mais on oublie beaucoup qu'un acteur central et qu'on subit tous les jours en 2026 était déjà à la Maison-Blanche, Donald Trump, et qui faisait déjà n'importe quoi. Ça, faut se le rappeler. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué en plongeant dans cette histoire, c'est me dire, mais en fait, le roi des fous était déjà là. Et avec un autre président américain, il y a de grandes chances que la collaboration internationale, le rapport avec la Chine, la possibilité même de diffusion d'informations un peu fiables aurait certainement été très différente. Donc vous avez ce trublion-là qui, fondamentalement, pas du tout plus fiable que les autorités chinoises. C'est le premier à dire que ce virus, que la Chine gère très bien, que ce virus, de toute façon, il va disparaître de lui-même au printemps, qu'on ne risque rien, qu'il n'y a pas besoin de masque, que buvez de l'eau de Javel, c'est très bien. Il raconte absolument tout et n'importe quoi. Il assume en privé de dissimuler la gravité parce qu'il ne veut pas inquiéter ses concitoyens. Donc on est là aussi dans une dissimulation. Et puis surtout, on est face à un animal politique qui, à force de minimiser, n'a pas préparé son pays à la vague quand elle est arrivée, et dont le premier réflexe, après avoir tressé des éloges à la gestion chinoise en début d'épidémie, quand il voit que les États-Unis se font ravager, que forcément sa gestion est mise en cause, son réflexe c'est de dire « Ouh là là, tout ça c'est la faute des Chinois ». Et c'est là où il commence à raconter... le virus chinois, le kung flu, ce jeu de mots traduisible d'un très mauvais goût.
un mélange d'accusations conspirationnistes, de xénophobie, même pas cachée. On a quand même été sur des réactions très, très étonnantes. Et dans ce cas-là, c'est vrai que Trump, on ne peut pas dire qu'il ait inventé des théories du complot. Mais quand, en conférence de presse, par exemple, vous avez des journalistes de Fox News ou autres qui lui demandent « Ah, mais il paraît que ce virus vient d'un laboratoire, est-ce que vous avez des informations dessus ?» Donald Trump, il réagit pas en scientifique, et il réagit pas en diplomate non plus. Il réagit en animal politique qui voit qu'il a tout à gagner à dire que ah oui, ça vient de Chine, c'est sûr. J'entends des choses qui vont dans ce sens-là, etc. Donc il n'a fait que instrumentaliser dès qu'il le pouvait toutes ces théories-là à son profit. David Colomb, quand il est venu dans cette émission, parlait de conspicratie qui se mettait en place aux États-Unis, c'est-à-dire que les théories du complot étaient au pouvoir et gouvernaient et avaient des effets dans le réel. Est-ce que tu dirais que la façon dont Trump a géré l'épidémie et la façon dont tu t'es plongé dans tous ces documents auxquels tu as eu accès correspond un peu à cette définition de conspicratie? Oui, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Alors, c'est difficile à dire parce que j'ai pas souvenir de beaucoup d'autres théories du complot marquantes en dehors du Covid à ce moment-là. Mais celle-ci est tellement structurante. Et surtout, c'est vrai qu'on voit quelque chose de très, très fort, c'est que c'est très marqué politiquement. Les théories du complot voulant que le virus provienne d'un laboratoire chinois, cette thèse-là, admettons que ce ne soit pas un complot, que ça aurait pu être le cas, elles sont essentiellement sur le spectre politique à droite aux États-Unis. C'est vraiment les républicains y adhèrent très largement. Le mouvement MAGA et ainsi de suite. On est déjà sur quelque chose qui finalement ne relève pas tant de la science, mais d'une polarisation politique. Donc oui, on est complètement dedans. Et les effets en géopolitique, oui, ils ont été très 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 forts. C'est même quelque chose, je trouve, d'assez étonnant, c'est de voir à quel point Twitter a été un champ d'expression diplomatique redoutable. Pourquoi tu dis ça ? Je repensais, il y a ce sénateur américain Tom Cotton, sénateur de l'Arkansas, qui est le premier, fin janvier, à dire « pour moi c'est le P4 ». Il dit ça sur Twitter. Bon, Twitter, on est sur un réseau social qui n'est pas diffusé en Chine, enfin il n'est pas accessible pour les internautes chinois, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu de ce point de vue-là. Mais vous avez un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui vient réagir sur Twitter. On est quand même sur quelque chose de très, très étonnant. On voit bien que c'est plus juste la cour des récréations, des geeks, comme ça a pu être au début des années 2010. Non, c'est vraiment un lieu d'expression, de confrontation des récits diplomatiques. Et de cristallisation de l'opinion aussi, quelque part, de fait, oui. À partir du moment où vous avez des officiels qui s'expriment sur Twitter en leur nom, ça contribue à faire d'un réseau social un espace d'expression officielle. Et à l'époque du Covid, Elon Musk n'est pas encore propriétaire de Twitter. Donc non, et puis on s'est habitué aujourd'hui, c'est terrible à dire, on a un compte French Defense qui consiste aujourd'hui French Response. French Response, pardon. Je le fais à chaque fois, en plus, c'est terrible. French Response, qui consiste en tout cas à littéralement vanner d'autres comptes institutionnels étrangers. C'est devenu... c'est un terrain de bataille médiatique où vraiment absolument tous les coups sont permis. Mais en 2020, c'est quand même un petit peu nouveau. On n'est pas sur quelque chose de... C'est pas habituel, effectivement. Non. Depuis, on a vu que la Russie a complètement colonisé Twitter et on a fait effectivement un moyen pour humilier les puissances occidentales sur leur propre terrain. Là, on a un peu l'impression que les Chinois, notamment, sont un petit peu précurseurs. Puis bon, Donald Trump, le problème, c'est que c'est un spécimen à part. Alors on va passer au cas de la France. On a parlé un petit peu tout à l'heure de la façon dont Emmanuel Macron avait au départ géré cette épidémie. Je voudrais d'abord revenir sur cette figure du professeur Raoult qui a émergé dans le débat public au moment du Covid, que le président de la République a été voir à Marseille. Voilà. Comment tu qualifierais la façon dont le gouvernement français, eu égard aux documents auxquels tu as eu accès, à la façon dont tu as pu travailler sur ce sujet depuis 6
10 ans a vécu et a géré cette épidémie de Covid. Est-ce que finalement, elle l'a gérée dans une forme de guerre des récits aussi, comme on le disait pour la Chine ou les États-Unis, ou est-ce qu'elle a essayé de s'accommoder des différents doutes qu'on pouvait avoir à ce moment-là ? Alors je pense que ce qui caractérise la gestion française, elle n'est pas monolithique. Elle n'est pas monolithique, contrairement à celle des États-Unis, par exemple. On voit qu'il y a, de la part d'Emmanuel Macron, une volonté permanente un petit peu de réajuster un petit peu selon le sens du vent ou les opportunités qui se créent. Ce qui la rend aussi plus difficile à lire. On ne sent pas qu'il y a une ligne très claire en France. On est quand même le pays, on n'est pas le seul, mais le pays où vous avez le président de la République qui s'affiche dans un théâtre en disant « il faut vivre le monde de la culture » et puis aller voter, qui 5 jours plus tard vous dit « non mais restez chez vous, c'est dangereux là ». Donc si vous voulez, c'est un peu particulier. Alors, je ne suis pas rentré dans ces détails-là, mais on est également, je pense que c'est un marqueur très fort de la présidence d'Emmanuel Macron, le pays où toutes les instances qui avaient été mises en place depuis longtemps pour se préparer à ce type d'événement ont été balayées dès le départ pour créer de nouvelles organisations improvisées pour essayer de gérer ça. Il y a un très bon livre en sociologie de l'organisation qui s'est intéressé à ce phénomène. Il y a énormément d'inspiration ou de tentatives d'inspiration plus ou moins réussies. Et tu parlais tout à l'heure effectivement de la visite d'Emmanuel Macron à Didier Raoult qui en dit tellement long. Alors il ne valide pas l'hydroxychloroquine, il se contente de dire qu'il trouve que les recherches de Didier Raoult sont passionnantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas bien. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, ce qui lui donne du crédit tout en ne se positionnant pas sur un plan scientifique. On voit bien qu'il en a peur, mais c'est une peur qui est très politique. J'ai pas envie d'être dans le jugement, c'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, mais voilà, on va dire qu'on sait qu'on a un président qui est coutumier des coups de poker, des coups de bluff, et qui aime bien tenter des trucs. Et qu'il a beaucoup tenté pendant le confinement. Pareil sur la Chine, il y a un moment donné où la France, on ne sait pas pourquoi, va dire dans l'interview au Financial Times que finalement peut-être qu'on nous cache des choses, alors que quand on regarde avec le recul ce que la France sait, en fait la France ne sait rien. La seule chose que la France sait, c'est qu'elle est censée savoir, puisque s'il y a bien un pays qui est partenaire de ce fameux laboratoire P4 et de l'Institut de virologie de Wuhan en général, c'est la France. On a un scientifique français sur place. J'essaie de le joindre, c'est une tombe. Ouais, c'est une tombe. Mais en tout cas, dans les câbles, dans les SMS qui ont pu être échangés, par exemple, entre Édouard Philippe et Agnès Buzyn, il y a une chose qui transparaît, c'est que c'est une boîte noire. Ouais. C'est une boîte noire. Ça suscite du fantasme, bien sûr, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. Et d'ailleurs, quand on regarde, ça c'est vrai de la plupart des services de renseignement, pour la plupart, ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'y passe, et ce sur quoi ils vont se baser, c'est essentiellement sur des articles scientifiques publics. Ils vont juste voir pour la plupart qu'effectivement, on travaille sur des coronavirus dans cet institut de virologie, donc peut-être que c'est suspect. Mais voilà, donc la France n'en sait pas beaucoup plus. Mais voilà, à un moment donné où il y a des tensions, au mois d'avril, entre la Chine et la France, Emmanuel Macron va jouer au même jeu que Donald Trump en disant peut-être que la Chine n'a pas été impériale, peut-être que la Chine nous cache des choses, etc. Donc on retrouve un petit peu ce même jeu. Mais de la même façon que, encore très récemment, on a le compte officiel de l'Élysée qui a pris un média, Le Monde, pardon de le signaler, et a étiqueté un article du Monde du label faux. Tu fais référence à un article du Monde qui concernait l'intervention potentielle ou pas d'Emmanuel Macron dans la campagne sur les municipales à Paris, et l'Élysée a étiqueté l'article depuis son compte officiel sur Twitter en disant que c'était faux. Tout à fait. Voilà. Donc, de manière purement factuelle, on voit qu'on a un exécutif qui est capable d'emprunter à la grammaire trumpiste. Et par rapport à Didier Raoult, juste pour revenir sur ce personnage, est-ce qu'il
il réussit finalement à sa percée médiatique et finalement il existe médiatiquement parce que justement on est dans le brouillage informationnel, dans la guerre des récits, ou est-ce que finalement il arrive là parce qu'il y a un vide en France sur le récit justement, puisque tu disais que la France elle a tâtonné pas mal sur la façon dont elle a géré la pandémie. Est-ce que finalement c'est parce qu'il n'y a pas eu de récit que Didier Raoult émerge, ou est-ce que c'est parce qu'il y a du vide qu'il émerge? Je pense que Didier Raoult, les deux raisons pour lesquelles il devient aussi vite populaire, ça vient déjà de son sens de la communication qui est incroyable. Il publie une vidéo le 17 mars. Et le 17 mars, c'est une date qui est absolument centrale. C'est le moment où le confinement débute. C'est le moment où vraiment on ne cherche des informations que sur ce virus. Et par ailleurs, il fait ce que presque aucun autre scientifique ne fait. Lui, il ne publie pas un article. Il se met en scène sur YouTube. Alors, ça change tout. Ça change tout parce que quel internaute va lire sur Science, dans Nature, les dernières découvertes en anglais sur le virus? Personne, à part quelques gens formés. Lui, il s'adresse de fait au plus grand monde. Ça, plus, ça, on connaît bien son mode d'expression, son assurance, son personnage, etc. Ce fait qu'il soit le seul à ne pas s'exprimer en mettant des réserves. Bien sûr. Quand il part de la maladie la plus facile à traiter avant même qu'elle arrive en France, c'est bien sûr qu'il propose une sorte de doudou, une sorte de bonbon impossible à refuser à tous ceux qui n'ont pas envie de croire à la dangerosité de la pandémie. Avec le recul, j'ai envie d'admirer le communicant. Non mais vraiment, on s'est énormément posé la question de quel est l'échec de la science et qu'est-ce qu'on a mal fait pour permettre l'émergence comme ça d'une espèce de gourou. La science a fait de la science, mais c'est juste qu'en termes de communication, quand vous êtes face à quelqu'un qui est aussi à l'aise, qui de manière, je ne sais même pas d'où ça lui est venu vraiment, cette idée de s'exprimer directement sur YouTube, mais il a utilisé le bon média au bon moment, dans un timing idéal, avec le discours parfait. Franchement, il a un talent incroyable. Quel dommage qu'il ne soit pas scientifique. Ah mince. Je vois ce que tu dis. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est ça qui correspond, si tu veux. Si pour toi, c'est ce momentum qu'il a utilisé pour finalement. Il y a un momentum, il y a un canal qui est parfait. Puis il a réussi une prouesse incroyable. Hydroxychloroquine. Qui connaissait ce mot? Non, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Je parle un petit peu des nombreux remèdes miracles, parce que ça, c'est un grand classique dans les épidémies. L'urine de vache, le venin de guêpe, le pastis, le roquefort. On a tout eu, vraiment. J'ai dû m'auto-censurer parce que vraiment, pour l'anecdote, comme je faisais énormément de travail de vérification à l'époque, j'avais accès à la base de données des articles de vérification publiés par l'IFCN, qui est donc le réseau international des médias de vérification, donc dans toutes les langues. Et je m'étais amusé à regarder toutes les rumeurs qui avaient circulé dans tous les pays. Et vraiment, par gourmandise, j'avais envie de toutes les citer, parce qu'il y a vraiment des remèdes, mais tous plus folkloriques les uns que les autres. Il se trouve qu'en France, nous, outre une rumeur sur le vin rouge, etc., le Roquefort, j'en parlais, mais c'est incroyable de se dire que notre remède miracle à nous, c'est un mot absolument imprononçable que personne ne savait écrire. Hydroxychloroquine. Enfin, et avec, c'est vrai, un vernis scientifique terrible, parce que faut le rappeler, oui, il s'exprimait sur YouTube, mais à côté de ça, il a publié une étude qui a été publiée dans un article, dans une revue scientifique. Donc, il y avait un vernis de sérieux. Il a fallu, qui a été contesté ensuite. Il a fallu 8 mois pour que certains de ses collaborateurs révèlent à Mediapart que cette étude était frauduleuse, et près de 4 ans pour qu'elle soit rétractée. On parlait de momentum, c'est le 17 mars, si le 18 mars c'est encore en ligne, dans ce contexte-là, c'est trop tard, le mal il est fait. Bien sûr. Par rapport à la façon dont toute cette masse de documents à laquelle tu as eu accès, comment tu as travaillé en termes journalistiques, à quel type de documents tu t'es référé, comment tu as trié le bon grain de livret et tu t'es dit tiens, je vais mettre dans ce livre
cette dimension-là et pas plutôt celle-là? Comment tu as trié? Parce que effectivement, la masse, elle est colossale. Ouais. Donc comment tu as travaillé en tant que journaliste sur ces questions-là et sur la façon de trier l'information? Vaste question. C'est un travail quand même assez hybride. Il y a une part de journalisme, bien sûr. J'ai interrogé une 50aine de personnes, scientifiques, même services de renseignement, journalistes étrangers aussi, beaucoup. Mais quand on regarde, c'est pas le plus important. Quelque chose comme 100 pages de notes. C'est énormément de travail de documentation, d'archiviste presque. D'ailleurs, je précise, je pense qu'il y avait un enjeu à faire ce livre dans cette temporalité-là. C'est qu'énormément de traces de la pandémie ont été publiées soit sur Twitter, soit sur des articles qui ne sont déjà plus en ligne. Notamment parce que depuis le rachat de Musk, par exemple, énormément de scientifiques ont fermé leur compte. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Moi, j'ai commencé ce livre, je l'ai expliqué fin 2021 à peu près. En rouvrant des liens, parce que vraiment, j'essaie de garder absolument. Toi, tu gardes tout, c'est ça ton travail. T'es un archiviste des liens, quoi. Je suis assez archiviste par nature. De voir que 2 ans plus tard, en fait, un lien que j'avais à portée de main et que je gardais sous le coude en me disant, comme ça, je pourrais revérifier au besoin, ne fonctionnait plus. Donc, en permanence, on lutte contre la versatilité intrinsèque à Internet et aux réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu aussi une photographie de ce qui a pu se passer. C'est fascinant de se dire que, par exemple, les premières heures de la pandémie, elles ont quand même été en partie documentées, minute par minute, notamment sur Weibo et Twitter. Et Weibo, c'est un peu le réseau social chinois. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est un peu déprimant aussi de se dire qu'en fait, ces traces-là, qui ont une valeur historique, en fait, sont déjà en train de se perdre parce que comptes supprimés, réseau social qui censure certains comptes pour la raison X ou Y. Donc voilà, il y avait cette idée vraiment d'essayer d'immortaliser au maximum ces traces-là. Et puis, pour répondre à ta question, je pense que ce qui est important, j'ai d'une certaine manière l'embarras du choix, parce que c'est pas les informations qui me manquaient. Ce qui me manquait, c'était la cohérence. Ouais. C'était l'ordre et la cohérence. Je me suis souvent aperçu d'ailleurs qu'un certain nombre d'articles assez approximatifs se reposent en fait souvent sur des anachronismes. Un exemple tout bête, il y a eu un certain nombre d'accusations sur lesquelles la Chine était déjà au courant du virus le 27 décembre. Et en fait, si on ne remet pas exactement ce qui s'est passé, on ne comprend pas que ça n'a aucun sens de dire ça. Oui, il y avait une laborantine qui venait dans son laboratoire pour la première fois de séquencer le virus, qui avait absolument aucune raison de lui prêter la moindre importance à ce moment-là, parce que c'était un non-sujet absolu. Donc voilà, c'est très important de remettre du contexte en permanence. Et puis, il y a surtout ce dont je ne parle pas. Alors, c'est pas toujours un petit peu curieux dit comme ça, mais c'était un choix. À un moment donné, typiquement, je pense qu'on a tous entendu parler à un moment donné de rumeurs, de malades en France dès décembre, de pneumonie suspecte, pourquoi pas dès octobre, et puis même en Italie en septembre, voire même en Angleterre au printemps. Et on a même eu Didier Raoult, encore lui, qui nous a expliqué qu'il a trouvé quasiment le SARS-CoV-2 sur un cadavre de soldats russes morts dans les tranchées en 14-18. En fait, à un moment donné, il faut accepter l'idée que ce qui peut relever d'un faux positif, si ça n'a pas été recroisé, en fait, je ne l'ai pas mis dans le livre. Je ne l'ai pas mis parce que, oui, on peut imaginer plein de choses, mais c'est très facile. Il n'y a rien qui ressemble plus à une maladie respiratoire qu'une autre maladie respiratoire. Vous pouvez avoir la grippe, vous aurez des symptômes extrêmement proches. Tout comme ces histoires de jeux militaires à Wuhan où vous avez un certain nombre d'athlètes qui ont dit « Ah ben justement, je suis tombé malade à ce moment-là. » Oui, mais en fait, tomber malade, ça arrive. Et tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'il n'y a pas eu de preuves sérologiques que vous avez eu le virus, moi je considère que vous ne l'avez pas eu. Là aussi, il y a un petit peu un test de cohérence. C'est qu'en fait, on parle d'une maladie infectieuse. Donc si, je sais pas, Jean-Michel Bidule a eu le Covid au mois de septembre, par exemple, septembre 2019, 3 mois avant le premier cas en Chine, c'est une maladie infectieuse. Ça veut dire que Martine Bidule, sa femme, l'a probablement eu aussi. Et que Théo Bidule, son fils, l'a également eu aussi. Ça veut dire qu'il y a probablement eu des cas à l'école. En fait, vous ne pouvez pas avoir un cas isolé. Ça ne marche pas. C'est des maladies infectieuses. Vous avez forcément des grappes de cas, vous avez une dynamique de cas, etc. Or, les dynamiques de cas,
Il n'y en a strictement aucune avant le marché. De la même façon que, voilà... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai dû faire le ménage et nettoyer au maximum pour ne pas embrouiller le récit avec des pistes alternatives qui, en fait, au final, avec le recul... elles sont pas solides. C'est pour ça que tu as fait le choix du journal de bord, enfin du format journal de bord. Alors c'est marrant parce que le terme journal de bord, France Inter, on m'a également proposé ce terme, j'y avais jamais pensé en fait. J'ai vraiment, moi dans ma tête, c'était des pièces de puzzle, et rien d'autre. En fait, pour tout te dire, l'idée de ce livre, elle est née en septembre 2021. Donc, je sortais du bouquin Dans la tête des complotistes. Il y avait un truc qui a un petit peu me turlupiné, c'est que je parlais de plein de théories du complot, et puis c'est le moment où la thèse d'un virus sorti de manière ou d'une autre d'un laboratoire avait regagné repris force et vigueur à ce moment-là. Et là-dessus, j'avoue que j'étais un peu embarrassé vis-à-vis des personnes que j'avais interrogées pour ce précédent livre. Je me disais, mais j'espère que je me trompe pas sur ce sujet-là. Et en même temps, en septembre 2021, on fêtait les 20 ans du 11 septembre. Il y a un bouquin qui est sorti à ce moment-là qui s'appelle 11 septembre, une histoire orale, qui est, je trouve, un chef-d'œuvre dans son genre. C'est la non-fiction et ça raconte minute par minute ce qui s'est passé le 11 septembre. Et il y a une force démonstrative absolument incroyable. Ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'en revenant à quelque chose de très chronologique, de très immersif, en fait, on voit bien. Il n'y a même plus besoin de dire « Ah ça c'est faux, ça c'est bidon, ça marche pas, c'est ça ». Juste, quand on remet le fil des événements dans l'ordre, il y a une force, quelque chose, on voit bien qu'on ne peut pas inventer ça. Et puis ça donne corps aux événements et c'est assez incroyable. Et je me suis dit, avec énormément de naïveté, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire ça sur le Covid ? Est-ce que c'est pas ça qui manque pour apporter cette clarté qui nous manque ? Et j'ai commencé à rédiger un petit peu de la même façon. Et ça marchait pas du tout, parce que l'histoire orale, ce sont des histoires orales. Et du coup, je me retrouvais à essayer de faire des citations d'articles scientifiques avec des phrases absolument imbitables, avec des termes techniques. C'était complètement illisible. Et en fait, c'est en discutant avec mon éditeur qui m'a dit, mais en fait, non, réapproprie-toi tout. Et on arrivait à ce format qui conserve un petit peu l'idée, c'est très séquencé. C'est très malléable aussi. C'est l'avantage, c'est quand vraiment, c'est pour ça que je parle de pièces de puzzle, mais de la même façon que pièces de puzzle, vous voyez bien, à un moment donné, vous avez quelque chose, vous le mettez là, vous dites non mais c'est pas le bon endroit, et puis vous le déplacez. Là, de la même façon, le fait de pouvoir travailler par petits modules comme ça, je pouvais voir que si pour une raison X ou Y, tel élément avait été mal daté, et il y en a eu, il y a eu plein d'erreurs de datation. Je prends un exemple idiot, mais par exemple l'OMS pendant très longtemps a expliqué que l'un des premiers malades du Covid, c'était le 8 décembre. En fait non, le 8 décembre il était à l'hôpital pour une rage de dents, et il se trouve qu'il a contracté le Covid à l'hôpital, il est revenu 8 jours plus tard pour le Covid, mais dans les archives hospitalières, il avait été admis pour la première fois le 8. Sauf que ça modifie entièrement l'histoire du Covid. Donc en permanence, vous avez besoin de revenir à des unités les plus limitées possibles pour pouvoir travailler avec le plus de certitude. Et ensuite pour pouvoir faire votre petit collier. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de volonté de faire un journal de bord. Il se trouve que l'effet que ça donne c'est celui-ci. C'est juste que face à la masse incroyable d'informations, j'ai essayé de travailler chaque élément. Voilà. Alors peut-être que pour terminer, est-ce que finalement en termes au terme de ce travail que tu as fait, que tu viens de nous raconter, est-ce que tu as l'impression qu'on a désormais toutes les pièces du pulse de l'épidémie de Covid-19 ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que finalement, tu crois qu'on a progressé dans la possibilité d'une gestion de la prochaine épidémie à venir ? Alors, sur la première question, je te remercie beaucoup de me proposer de répondre avec ma propre métaphore, du coup je vais être très à l'aise. J'aime bien comparer l'histoire du Covid à un puzzle de 100 000 pièces. Je ne pense pas que nous avons les 100 000. On sait par exemple que la Chine dort encore sur un certain nombre d'informations scientifiques. Par exemple, on ne sait pas... il y a des éléments qui nous laissent penser qu'il y a eu des tests sérologiques qui ont été faits au marché. Et du coup, on pourrait savoir quels ont été les premiers cas. Mais ça, la Chine ne l'a jamais révélé. Il y a aussi des questions aussi d'anonymat qui se comprennent. Mais bon,
c'est pas pour des questions d'anonymat que ça n'a pas été révélé dans ce cas-là. De la même façon que depuis 2023, la Chine nous explique qu'en fait, oh non, il n'y a vraiment absolument aucun coronavirus de ce type-là qu'on a trouvé dans tout le territoire chinois. Et puis d'ailleurs, on n'a rien trouvé dans les animaux d'élevage, etc. C'est pas extrêmement crédible. C'est pas extrêmement crédible. En tout cas, il y a un certain nombre de scientifiques pour juger que ça ne l'est pas du tout. Donc, il nous manque encore des pièces du puzzle. Je dirais que si l'histoire du Covid est un puzzle de 100 000 pièces, on en a quelque chose comme 99 950 et que ça nous permet quand même d'avoir la grande image. Et c'est aussi pour ça qu'il me permet ce qui me permet d'affirmer avec quand même relativement de confiance que oui, on est clairement sur une origine plutôt du marché, de la même façon que quand vous avez fait un puzzle de 100 000 pièces, même si vous en avez perdu, et que vous voyez un Magritte, vous vous attendez pas au dernier moment que ça devienne un Picasso. Exactement. Ça c'est plus improvisé comme métaphore. Jolie métaphore. Par rapport à la progression, est-ce qu'on a progressé globalement à la fois en termes de connaissances scientifiques et en même temps en termes de possibilité d'une gestion de la pandémie? Je me dis par exemple, est-ce que sur le fait qu'on ait développé des vaccins de manière aussi vite et ainsi de suite, est-ce qu'il y a une vraie progression scientifique de cette épidémie? Alors, je pense que s'il y a bien un élément positif à retenir de cette pandémie, c'est qu'il y a eu une réussite scientifique et industrielle incroyable du point de vue de la vaccination. Là, pour le coup, je cite à un moment donné une prise de parole d'Emmanuel Macron qui, je crois, en août 2020, explique que, vous emballez pas, on n'aura pas des vaccins de sitôt. Ouais. Personne ne pensait que c'était possible. Personne ne pensait que c'était possible. Et là-dessus, ça a été un succès scientifique absolument incroyable. Je n'oublie pas, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des drames vaccinaux réels et une pensée pour ceux qui ont été victimes. On sait que certains vaccins, à l'AstraZeneca notamment pour les plus jeunes, qui ont causé des drames. Mais en tout cas, si on se situe, on va dire, à l'échelle de la population générale, on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable. On n'a jamais vu une pandémie à la fois progresser aussi vite et être finalement gérée aussi vite et résolue aussi vite. Donc ça, c'est l'aspect positif. La deuxième chose, d'un point de vue scientifique, on a bien sûr progressé dans notre compréhension des coronavirus. On sait aujourd'hui que on pensait que le plus dangereux, c'était le SARS-CoV, mais qu'il y a une autre branche qui peut l'être également. Par contre, il y a des aspects quand même qui sont très inquiétants. C'est qu'en termes de collaboration internationale, là, il y a quand même eu un net retour en arrière. On l'a dit, la Chine ne partage plus un certain nombre de données qui sont absolument critiques d'un point de vue scientifique pour comprendre l'émergence du virus, ce qui marque un retour en arrière total par rapport au SARS. On a des États-Unis qui ont été longtemps la locomotive de l'OMS, qui s'en sont retirés à 2 reprises. Une première fois Donald Trump, puis à nouveau Donald Trump, puisque entre-temps Joe Biden avait essayé de réparer un petit peu cette sortie, cette décision. Et aujourd'hui, on voit bien que la collaboration internationale, d'un point de vue scientifique, elle n'est pas morte. Les instances existent encore, des scientifiques collaborent encore, mais le contexte général est quand même beaucoup moins propice. Et ça, c'est inquiétant parce que quand on parle de virus, pour le coup, le nationalisme chez les virus, ça n'existe pas. Ça vise la planète dans son ensemble. Oui, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Par rapport à, comment dire, à cette pandémie et au rapport qu'on a tous et toutes avec la vérité, et notamment avec le vaccin, parce qu'il y en a encore qui disent que quand il y a des morts subites, est-ce qu'elle était vaccinée? Isabelle Mergo, ce week-end, il y a des tweets dans la complosphère qui disaient était-elle vaccinée? Enfin bon. Donc, est-ce que finalement, dans le rapport à la vérité, on est mieux armé qu'avant, ou est-ce que finalement tu as l'impression qu'au contraire le soupçon est partout, justement parce qu'il y a eu du complotisme d'État et de la façon dont ça a été géré au niveau informationnel? J'ai pas l'impression qu'on soit mieux armé. J'ai surtout l'impression qu'avant le Covid, il y avait une polarisation qui était extrêmement forte aux États-Unis et qu'il était moins en Europe et notamment en France,
post-Covid, j'ai l'impression qu'on s'est très, très américanisé dans notre rapport à la vérité. On a un rapport à la vérité qui n'a jamais été aussi partisan. Ouais. Et déjà, c'est quelque chose qu'on retrouve de la même façon. Enfin, chez Didier Raoult, par exemple, on sait qu'il y a une énorme adhésion à son personnage, plutôt dans le sud de la France et plutôt chez des adhérents de droite et d'extrême droite. On retrouve à nouveau cette espèce de rapport très politique à la vérité, qui n'est pas extrêmement rassurant dans l'absolu. Les thèses anti-vax ont progressé. Je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment endigué le problème. J'ai envie de dire que l'aspect un petit peu positif, c'est que la crise, l'acmé de la crise est vraiment génératrice d'angoisse et justifie, en tout cas on peut comprendre qu'on se réfugie derrière des thèses un peu réconfortantes, fût-elles simplistes ou parce qu'elles sont simplistes. Depuis qu'on est sorti de l'acmé de la crise, il y en a moins besoin. Ouais. Bon, ça vaut pas grand-chose, mais je vois autour de moi des gens qui étaient dans les discours anti-vaccins, chez des amis parfois extrêmement virulents, qui aujourd'hui le sont moins, déjà parce qu'avec le recul, ils voient bien qu'il n'y a pas 90% de la population qui est morte manifestement, et que la question est moins chargée politiquement aujourd'hui. Ouais. Et puis on ne leur impose plus de le faire. Bon, il y a aussi ce contexte-là, le pass vaccinal, ça a quand même été un épisode assez étonnant. Mais d'une manière générale, je pense que c'est ce qui manque aussi au Covid, et ce que j'essaye d'apporter avec ce livre. Ça a été un traumatisme pour tout le monde. Genre, personne n'a envie de revivre ça. Le simple fait d'en reparler, c'est courageux d'ailleurs. Ça rappelle pas des bons souvenirs. Ah non, mais la prochaine fois, je pense que j'écrirai sur un sujet plus drôle. Hein. Mais non, moi, je le voyais bien quand je parlais. Quand j'en parlais avec mes proches, je disais, mais t'écris sur quoi en ce moment alors ? Moi, j'écris une histoire du Covid. Alors, les visages qui se figent, genre, ok, bon courage. Puis, écoute, moi, je regarderai la couverture et salut. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est un événement historique. Ouais, bien sûr. Et on ne peut pas accepter en tant que collectivité d'avoir un événement historique et de ne pas être capable d'en raconter l'histoire de manière un peu apaisée. Que c'est été un moment de clivage intime, hein, dans les familles, chez les amis, etc. C'est certain que ce soit des traumatismes, que notre rapport à la temporalité est complètement foutu le camp, bien sûr. Qu'on ait regardé nos propres murs avec aigreur et fureur à l'idée de ne pas pouvoir sortir de chez soi. Ah oui, c'était très désagréable. Mais encore une fois, c'est un événement historique. La guerre en Ukraine, on est capable de dire qui l'a commencé, pourquoi, où on en est. Le 11 septembre, on est capable d'en faire l'histoire. Ouais. Pourquoi le Covid, on n'en serait pas capable. Et je pense qu'il est important de pouvoir dire, plusieurs années plus tard, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont envie de se dire, ok, j'ai vécu, on l'a fait. Mais est-ce que j'ai compris ? Est-ce que j'ai compris, ouais. Voilà, ça, en tout cas, c'est la petite ambition merci de ce petit pavé. William, d'être venu nous voir dans Les Déconspirateurs, Histoire mondiale du Covid chez Alary Éditions. C'est une mine d'informations, donc plongez-y-vous, ça vous permettra d'y voir plus clair. Merci à toi, William. Cette émission a été, comme chaque fois, réalisée par Martin Béraud. Je vous dis à très bientôt. Salut.